Tartarin de Tarascon de Alphonse Daudet, à mon ami Gonzague Privat. En France, tout le monde est un peu de Tarascon. Premier épisode, à Tarascon. Chapitre 1. Le jardin de Baobab. Ma première visite à Tartarin de Tarascon est restée dans ma vie comme une date inoubliable. Il y a 12 ou 15 ans de cela, mais je m'en souviens mieux que d'hier. L'intrépide Tartarin habitait alors à l'entrée de la ville, la 3e maison à main gauche sur le chemin d'Avignon. Jolie petite villa tarasconnaise avec jardin devant, balcon derrière, des murs très blancs, des persiennes vertes, et sur le pas de la porte, une nichée de petits savoyards jouant à la marelle, ou dormant au bon soleil, la tête sur leurs boîtes à cirage. Du dehors, la maison n'avait l'air de rien. Jamais on ne se serait cru devant la demeure d'un héros. Mais quand on entrait, coquin de sort. De la cave au grenier, tout le bâtiment avait l'air héroïque, même le jardin. Oh, le jardin de Tartarin, il n'y en avait pas deux comme celui-là en Europe. Pas un arbre du pays, pas une fleur de France, rien que des plantes exotiques, des gommiers, des calebassiers, des cotonniers, des cocotiers, des manguiers, des bananiers, des palmiers, un baobab, des nopals, des cactus, des figuiers de Barbarie, à se croire en pleine Afrique centrale, à 10 000 lieues de Tarascon. Tout cela, bien entendu, n'était pas de grandeur naturelle. Ainsi, les cocotiers n'étaient guère plus gros que des betteraves, et le baobab, arbre géant, Arbos gigantea, tenait à l'aise dans un pot de réséda. Mais c'est égal. Pour Tarascon, c'était déjà bien joli, et les personnes de la ville, admises le dimanche à l'honneur de contempler le baobab de Tartarin, s'en retournaient pleines d'admiration. Pensez quelle émotion je dus éprouver ce jour-là en traversant ce jardin mirifique. Ce fut bien autre chose quand on m'introduisit dans le cabinet du héros. Ce cabinet, une des curiosités de la ville, était au fond du jardin, ouvrant de plain-pied sur le baobab par une porte vitrée. Imaginez-vous une grande salle tapissée de fusils et de sabres, depuis en haut jusqu'en bas. Toutes les armes de tous les pays du monde, carabines, rifles, tromblons, couteaux corses, couteaux catalans, couteaux revolvers, couteaux poignards, criches malais, flèches caraïbes, flèches de silex, coups de poing, casse-tête, massues hottentotes, lazos mexicains. Est-ce que je sais? Par là-dessus, un grand soleil féroce qui faisait luire l'acier des glaives et les crosses des armes à feu, comme pour vous donner encore plus la chair de poule. Ce qui rassurait un peu pourtant, c'était le bon air d'ordre et de propreté qui régnait sur toute cette yataganerie. Tout y était rangé, soigné, brossé, étiqueté comme dans une pharmacie. De loin en loin, un petit écriteau bonhomme sur lequel on lisait « Flèche empoisonnée, n'y touchez pas » ou « Arme chargée, méfiez-vous ». Sans ces écriteaux, jamais je n'aurais osé entrer. Au milieu du cabinet, il y avait un guéridon. Sur le guéridon, un flacon de rhum, une blague turque, les voyages du capitaine Cook, les romans de Cooper, de Gustave Aimard, des récits de chasse à l'ours, chasse au faucon, chasse à l'éléphant, etc. Enfin, devant le guéridon, un homme était assis, de 40 à 45 ans, petit, gros, trapu, rougeaud, en bras de chemise, avec des caleçons de flanelle, une forte barbe courte et des yeux flamboyants. D'une main, il tenait un livre, de l'autre, il brandissait une énorme pipe à couvercle de fer, et tout en lisant je ne sais quel formidable récit de chasseur de chevelure, il faisait, en avançant sa lèvre inférieure, une moue terrible, qui donnait à sa brave figure de petit rentier tarasconnais ce même caractère de férocité bonasse qui régnait dans toute la maison. Cet homme, c'était Tartarin, Tartarin de Tarascon, l'intrépide, le grand, l'incomparable Tartarin de Tarascon. Section 2. Coup d'œil général jeté sur la bonne ville de Tarascon. Les chasseurs de casquettes. Au temps dont je vous parle, Tartarin de Tarascon n'était pas encore le Tartarin qu'il est aujourd'hui, le grand Tartarin de Tarascon, si populaire dans tout le midi de la France. Pourtant, même à cette époque, c'était déjà le roi de Tarascon. Disons d'où lui venait cette royauté. Vous saurez d'abord que là-bas, tout le monde est chasseur, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chasse est la passion des Tarasconnais, et cela depuis les temps mythologiques où la Tarasque faisait les 100 coups dans les marais de la ville et où les Tarasconnais d'alors organisaient des battues contre elle. Il y a beau jour, comme vous voyez. Donc,
Tous les dimanches matins, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, avec un tremblement de chien, de furet, de trompe, de cor de chasse. C'est superbe à voir. Par malheur, le gibier manque. Il manque absolument. Si bêtes que soient les bêtes, vous pensez bien qu'à la longue, elles ont fini par se méfier. À 5 lieues autour de Tarascon, les terriers sont vides, les nids abandonnés. Pas un merle, pas une caille, pas le moindre lapereau, pas le plus petit cul blanc. Elles sont cependant bien tentantes, ces jolies collinettes tarasconnaises, toutes parfumées de myrte, de lavande, de romarin, et ces beaux raisins muscats gonflés de sucre qui s'échelonnent au bord du Rhône sont diablement appétissants aussi. Oui, mais il y a Tarascon derrière, et dans le petit monde du poil et de la plume, Tarascon est très mal noté. Les oiseaux de passage eux-mêmes l'ont marqué d'une grande croix sur leur feuille de route, et quand les canards sauvages, descendant vers la Camargue en longs triangles, aperçoivent de loin les clochers de la ville, celui qui est en tête se met à crier bien fort: Voilà Tarascon! Voilà Tarascon! Et toute la bande fait un crochet. Bref, en fait de gibier, il ne reste plus dans le pays qu'un vieux coquin de lièvre, échappé comme par miracle aux septembrisades tarasconnaises, et qui s'entête à vivre là. À Tarascon, ce lièvre est très connu. On lui a donné un nom. Il s'appelle le Rapide. On sait qu'il a son gîte dans la terre de M. Bompard, ce qui, par parenthèse, a doublé et même triplé le prix de cette terre. Mais on n'a pas encore pu l'atteindre. À l'heure qu'il est même, il n'y a plus que 2 ou 3 enragés qui s'acharnent après lui. Les autres en ont fait leur deuil, et le Rapide est passé depuis longtemps à l'état de superstition locale, bien que le Tarasconnais soit très peu superstitieux de sa nature et qu'il mange des hirondelles en salmis quand il en trouve. Ah ça, me direz-vous, puisque le gibier est si rare à Tarascon, qu'est-ce que les chasseurs tarasconnais font donc tous les dimanches? Ce qu'ils font? Eh mon Dieu, ils s'en vont en pleine campagne, à 2 ou 3 lieues de la ville. Ils se réunissent par petits groupes de 5 ou 6, s'allongent tranquillement à l'ombre d'un puits, d'un vieux mur, d'un olivier, tirent de leur carnier un bon morceau de bœuf en daube, des oignons crus, un saucisseau, quelques anchois, et commencent un déjeuner interminable, arrosé d'un de ces jolis vins du Rhône qui font rire et qui font chanter. Après quoi, quand on est bien lesté, on se lève, on siffle les chiens, on arme les fusils, et on se met en chasse. C'est-à-dire que chacun de ces messieurs prend sa casquette, la jette en l'air de toutes ses forces, et la tire au vol avec du 5, du 6 ou du 2, selon les conventions. Celui qui met le plus souvent dans sa casquette est proclamé roi de la chasse, et rentre le soir en triomphateur à Tarascon, la casquette criblée au bout du fusil, au milieu des aboiements et des fanfares. Inutile de vous dire qu'il se fait dans la ville un grand commerce de casquettes de chasse. Il y a même des chapeliers qui vendent des casquettes trouées et déchirées d'avance à l'usage des maladroits, mais on ne connaît guère que Bézuquet le pharmacien qui leur en achète. C'est déshonorant. Comme chasseur de casquettes, Tartarin de Tarascon n'avait pas son pareil. Tous les dimanches matins, il partait avec une casquette neuve. Tous les dimanches soirs, il revenait avec une loque. Dans la petite maison du baobab, les greniers étaient pleins de ces glorieux trophées. Aussi, tous les Tarasconnais le reconnaissent-ils pour leur maître. Et comme Tartarin savait à fond le code du chasseur, qu'il avait lu tous les traités, tous les manuels de toutes les chasses possibles, depuis la chasse à la casquette jusqu'à la chasse au tigre birman, ces messieurs en avaient fait leur grand justicier cynégétique et le prenaient pour arbitre dans toutes leurs discussions. Tous les jours, de 3 à 4, chez l'armurier Costecalde, on voyait un gros homme, grave et la pipe aux dents, assis sur un fauteuil de cuir vert, au milieu de la boutique pleine de chasseurs de casquettes, tous debout et se chamaillant. C'était Tartarin de Tarascon qui rendait la justice, Nemrod doublé de Salomon. Section 3. Non, non, non. Suite du coup d'œil général jeté sur la bonne ville de Tarascon. À la passion de la chasse, la forte race tarasconnaise joint une autre passion, celle des romances. Ce qui se consomme de romances dans ce pays, c'est à n'y pas croire. Toutes les vieilleries sentimentales qui jaunissent dans les plus vieux cartons, on les retrouve à Tarascon en pleine jeunesse, en plein éclat. Elles y sont toutes, toutes. Chaque famille a la sienne, et dans la ville, cela se sait. On sait, par exemple, que celle du pharmacien Bézuquet, c'est
toi blanche étoile que j'adore, celle de l'armurier costecalde, veux-tu venir au pays des cabanes, celle du receveur de l'enregistrement, si j'étais invisible personne ne me verrait. Chansonnette comique. Et ainsi de suite pour tout Tarascon. 2 ou 3 fois par semaine on se réunit les uns chez les autres et on se les chante. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce sont toujours les mêmes, et que depuis si longtemps qu'ils se les chantent, ces braves Tarasconnais n'ont jamais envie d'en changer. On se les lègue dans les familles, de père en fils, et personne n'y touche, c'est sacré. Jamais même on ne s'en emprunte. Jamais il ne viendrait à l'idée des costecalde de chanter celle des bézuquets, ni aux bézuquets de chanter celle des costecalde. Et pourtant, vous pensez s'ils doivent les connaître depuis 40 ans qu'ils se les chantent. Mais non, chacun garde la sienne, et tout le monde est content. Pour les romances comme pour les casquettes, le premier de la ville était encore Tartarin. Sa supériorité sur ses concitoyens consistait en ceci: Tartarin de Tarascon n'avait pas la sienne. Il les avait toutes. Toutes. Seulement c'était le diable pour les lui faire chanter. Revenu de bonne heure des succès de salon, le héros tarasconnais aimait bien mieux se plonger dans ses livres de chasse ou passer sa soirée au cercle que de faire le joli cœur devant un piano de Nîmes entre 2 bougies de Tarascon. Ces parades musicales lui semblaient au-dessous de lui. Quelquefois cependant, quand il y avait de la musique à la pharmacie Bézuquet, il entrait comme par hasard, et après s'être bien fait prier, consentait à dire le grand duo de Robert le diable avec madame Bézuquet la mère. Qui n'a pas entendu cela n'a jamais rien entendu. Pour moi, quand je vivrai 100 ans, je verrai toute ma vie le grand Tartarin s'approchant du piano d'un pas solennel, s'accoudant, faisant sa moue, et sous le reflet vert des bocaux de la devanture, essayant de donner à sa bonne face l'expression satanique et farouche de Robert le diable. À peine avait-il pris position, tout de suite le salon frémissait. On sentait qu'il allait se passer quelque chose de grand. Alors, après un silence, madame Bézuquet la mère commençait en s'accompagnant: Robert, toi que j'aime et qui reçus ma foi, tu vois mon effroi, tu vois mon effroi, grâce pour toi-même et grâce pour moi. À voix basse, elle ajoutait: à vous Tartarin. Et Tartarin de Tarascon, le bras tendu, le poing fermé, la narine frémissante, disait par 3 fois d'une voix formidable qui roulait comme un coup de tonnerre dans les entrailles du piano: non, non, non. Ce qu'en bon méridional il prononçait: non, non, non. Sur quoi madame Bézuquet la mère reprenait encore une fois: grâce pour toi-même et grâce pour moi. Non, 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 hurlait Tartarin de plus belle, et la chose en restait là. Ce n'était pas long, comme vous voyez, mais c'était si bien jeté, si bien mimé, si diabolique, qu'un frisson de terreur courait dans la pharmacie, et qu'on lui faisait recommencer ses non, non, 4 et 5 fois de suite. Là-dessus Tartarin s'épongeait le front, souriait aux dames, clignait de l'œil aux hommes, et, se retirant sur son triomphe, s'en allait dire au cercle d'un petit air négligent: je viens de chez les Bézuquet chanter le duo de Robert le diable. Et le plus fort, c'est qu'il le croyait. Section 4. Il. C'est à ces différents talents que Tartarin de Tarascon devait sa haute situation dans la ville. Du reste, c'est une chose positive que ce diable d'homme avait su prendre tout le monde. À Tarascon, l'armée était pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, capitaine d'habillement en retraite, disait de lui: c'est un lapin. Et vous pensez que le commandant s'y connaissait en lapin, après en avoir tant habillé? La magistrature était pour Tartarin. 2 ou 3 fois, en plein tribunal, le vieux président Ladevèze avait dit, parlant de lui: c'est un caractère. Enfin, le peuple était pour Tartarin. Sa carrure, sa démarche, son air, un air de bon cheval de trompette qui ne craignait pas le bruit, cette réputation de héros qui lui venait on ne sait d'où, quelques distributions de gros sous et de taloches aux petits décrotteurs étalés devant sa porte, en avaient fait le lord Seymour de l'endroit, le roi des halles tarasconnaises. Sur les quais, le dimanche soir, quand Tartarin revenait de la chasse, la casquette au bout du canon, bien sanglé dans sa veste de futaine, les portefaix du Rhône s'inclinaient pleins de respect, et se montrant du coin de l'œil les biceps gigantesques qui roulaient sur ses bras,
Ils se disaient tout bas les uns aux autres, avec admiration: c'est celui-là qui est fort. Il a double muscle. Double muscle! Il n'y a qu'à Tarascon qu'on entend de ces choses-là. Et pourtant, en dépit de tout, avec ses nombreux talents, ses doubles muscles, la faveur populaire et l'estime si précieuse du brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, Tartarin n'était pas heureux. Cette vie de petite ville lui pesait, l'étouffait. Le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon. Le fait est que pour une nature héroïque comme la sienne, pour une âme aventureuse et folle qui ne rêvait que bataille, courses dans les pampas, grandes chasses, sables du désert, ouragans et typhons, faire tous les dimanches une battue à la casquette, et le reste du temps rendre la justice chez l'armurier Costecalde, ce n'était guère. Pauvre cher grand homme! À la longue, il y aurait eu de quoi le faire mourir de consomption. En vain, pour agrandir ses horizons, pour oublier un peu le cercle et la place du marché, en vain s'entourait-il de baobabs et autres végétations africaines. En vain entassait-il armes sur armes, krish-malais sur krish-malais. En vain se bourrait-il de lectures romanesques, cherchant comme l'immortel Don Quichotte à s'arracher par la vigueur de son rêve aux griffes de l'impitoyable réalité. Hélas, tout ce qu'il faisait pour apaiser sa soif d'aventure ne servait qu'à l'augmenter. La vue de toutes ces armes l'entretenait dans un état perpétuel de colère et d'excitation. Ses rifles, ses flèches, ses lazos lui criaient: bataille, bataille! Dans les branches de son baobab, le vent des grands voyages soufflait et lui donnait de mauvais conseils. Pour l'achever, Gustave Aimard et Fenimore Cooper. Oh, par les lourdes après-midi d'été, quand il était seul à lire au milieu de ses glaives, que de fois Tartarin s'est levé en rugissant, que de fois il a jeté son livre et s'est précipité sur le mur pour décrocher une panoplie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.